bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver ce soir. On est comme d'habitude en direct, il est un petit peu plus de 18h30. On est dans le studio de Boursorama pour ce webinaire intitulé Plan d'épargne retraite, ce que la loi Industrie verte va changer. Parce qu'effectivement, cette loi promulguée en octobre 2023, complétée par des décrets pris en juillet dernier, a pour objectif d'accélérer la réindustrialisation et le verdissement de l'industrie. Elle est entrée en vigueur en juillet dernier. Elle a des conséquences très concrète pour l'assurance vie et le PER. C'est donc notre sujet de ce soir. On s'est également dit que ce serait l'occasion de faire une petite piqûre de rappel, toujours utile sur le fonctionnement du PER en général et du PER Made in Boursorama qui s'appelle Matelas et il est fait en partenariat avec BlackRock. Donc si vous avez des questions sur la loi Industrie verte, sur le PER, sur les deux, voilà, c'est votre moment. J'attends vos questions avec impatience car je ne suis pas venu seul, je suis bien sûr entouré des meilleurs experts sur le sujet ce soir. Pour y répondre, à commencer par Agathe Bub, directrice au sein de l'équipe Wealth Solutions chez Raceo. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Henri Chabadel, directeur des investissements pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez BlackRock. Bonsoir Henri. Bonsoir Laurent. Et Julien De Freitas, chef de produit épargne et placement chez Boursobank. Bonsoir Julien. Bonsoir Laurent. Heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Merci. Bon. Très heureux d'être là. Alors, j'avais dit, avant peut-être de rentrer dans le détail de ce que change cette loi, parce qu'on va voir, je le disais, qu'elle a des conséquences concrètes. On s'est dit, comme à chaque fois, qu'une petite piqûre de rappel, on va rappeler les bases et nous redonner une petite définition de ce qu'est le PER, plan d'épargne retraite. Sachant qu'il n'y a pas que des adhérents qui nous écoutent, il y a aussi des gens qui souhaitent souscrire. Exactement, donc c'est peut-être le moment piqûre de rappel intéressante. Exactement. Donc le plan d'épargne retraite individuelle, comme son nom l'indique, c'est un produit d'épargne qui est dédié à la préparation de la retraite. Donc les sommes sont bloquées pendant la constitution de l'épargne en contrepartie d'un avantage fiscal à l'entrée. Donc ce produit d'épargne, en fait, vous l'alimentez via des versements qui peuvent être déductibles de votre revenu imposable. Oui. Donc, pour faire simple, ça vous permet de faire une réduction d'impôt. Vous pouvez choisir du coup ces versements déductibles ou non. Vous n'êtes pas obligé de choisir cette déductibilité. Du coup, vos sorties seront plus allégées si vous ne prenez pas cette déductibilité à l'entrée. Ah, c'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire, déductibilité. Au-delà des versements, vous pouvez aussi rapatrier tous vos anciens produits d'épargne sur votre PER via des transferts. On a fait un webinaire dédié au sujet qui présente notre parcours de transfert, mais aussi le site Info Retraite qui vous permet de voir si vous avez justement des solutions d'épargne qui ont été ouvertes. Le point qu'on aurait oublié, qui aurait été ouverte, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, donc les sommes sont bloquées. Alors il y a des cas spécifiques de sortie en cours de vie, comme l'achat de la résidence principale, ou des cas de force majeure qu'on ne souhaite à personne, comme le décès du conjoint ou l'invalidité, etc. Une fois arrivé à la retraite, vous avez plusieurs sorties possibles, dont la rente, ou tout si vous voulez, de sortir en capital, où vous pouvez faire tout simplement les deux. Bon, voilà, donc un produit, on peut le dire aussi, qui a simplifié un petit peu les différents produits d'épargne qui préexistaient. Voilà pour les règles générales du PER. Il faut maintenant qu'on s'intéresse au PER Made in Boursorama, le PER Matelas. Alors, ça, c'est un petit peu l'ADN de Bourso. On aime bien mettre des zéros partout. C'est notre slide à zéro. Voilà. Donc, tout ce qui est lié aux opérations que vous effectuez sur votre PER, on ne prend pas de frais comme les frais sur versement, les frais à l'entrée, les frais d'arbitrage, etc. On parle d'un contrat très accessible puisque dès 150 €, vous pouvez ouvrir votre contrat. Ouais. Vous pouvez épargner petit à petit. Dès 50 € par mois aussi, vous pouvez faire des versements. Et évidemment, tout ça 100% en ligne. Bon, 100% en ligne pour le PER Matelas. Ça, c'était la slide avec les zéros, mais on s'est dit qu'il y avait une slide sur laquelle on aimait mieux avoir des chiffres un petit peu hauts. C'est celle des performances. Parlons chiffres un petit peu. Du coup, on a un petit peu plus de recul parce que ça fait déjà, on a sorti le produit en 2021. Ouais. Donc, on est capable aujourd'hui d'externaliser des performances et des très belles performances. Donc, on va remercier Henri ici présent qui il va nous expliquer tout ça dans le détail, effectivement. Voilà, mais donc, on a eu reçu aussi la distinction de Good Value for Money, donc des meilleures performances en 2023. Ça continue sur les chapeaux de roue en 2024, puisqu'on a des performances quand même exceptionnelles, un profil prudent presque 12%, jusqu'au profil dynamique qui arrive à 21%, donc c'est quand même très intéressant. Oui. Je voulais aussi préciser, parce qu'on le précise assez rarement, le travail aussi de notre assureur qui propose un fonds euro
qui peut aller jusqu'à 5% de rendement si vous le couplez avec 60% d'unités de compte. Donc on tenait à souligner ça. C'est aussi une performance qui contribue aux bonnes performances de la gestion pilotée en général, puisqu'il y a du fonds euro dans les gestions pilotées. Et avant que notre service juridique ne fasse une crise cardiaque en regardant ce webinaire, je précise bien sûr que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Voilà, ça vous donne une indication, en tout cas, de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. C'est important ce rappel sur les performances. Ce qui est important aussi, c'est de savoir comment il fonctionne ce PER, avec là aussi une grande liberté qui a été laissée sur les modes de gestion. C'est ça, donc au sein du produit, on propose 2 modes de gestion. Donc une gestion libre avec une multitude de classes d'actifs, des OPCVM, des trackers, des supports immobiliers, des FCPR. Et on a évidemment la gestion pilotée. On explique pilotée. Un petit peu, parce que lors du dernier webinaire, on a eu des questions sur les gens qui disent mais qu'est-ce que c'est un OPCVM, qu'est-ce que c'est un FCPR? On prend le temps d'expliquer ces définitions, Julien. Alors, OPCVM, c'est des fonds, voilà. Un OPCVM, c'est un fonds donc, qui regroupe plusieurs sous-jacents avec une thématique comme je sais pas, un OPCVM avec France par exemple, avec les valeurs françaises à l'intérieur. Des trackers, donc c'est comme un peu les ETF qu'on a dans la gestion pilotée, c'est des fonds qui suivent un indice. Des fonds immobiliers avec SCI, SCPI, donc c'est des fonds qui ont des thématiques immobilières. Et puis FCPR, je pense qu'on y reviendra assez largement par la suite pour tout vous expliquer sur le mode de fonctionnement de ce produit. Bon voilà, très bien, mais c'est utile de le rappeler. Donc on a parlé de la gestion libre, il y a évidemment la gestion pilotée à horizon retraite. Donc on propose 3 profils, prudent, équilibre, dynamique, en fonction d'un questionnaire que le client en début de parcours réalise. Et donc, ce n'est pas une gestion pilotée simple, c'est une gestion pilotée à horizon retraite. Ça veut dire que plus on s'approche de la retraite, plus on va désensibiliser le risque sur cette gestion. Voilà, donc c'est la caractéristique d'un PER à matelas. Bon, il y a déjà des questions, plein de questions qui tombent en direct. Je vais en prendre une. Alors, ne vous inquiétez pas, même si je ne les traite pas tout de suite, elles sont là sur la tablette. On pourra les poser à l'issue de la présentation. Mais déjà, Antoine nous demande, on peut donc cumuler les versements déductibles et non déductibles sur le même PER matelas? Alors, il faut savoir qu'on peut une année faire un versement déductible, une autre année un versement non déductible. Par contre, le choix est irrévocable. C'est-à-dire que le versement que vous aurez fait, vous ne pourrez pas le rebasculer en non déductible par la suite. D'accord. Et vous pouvez faire évidemment les deux. Bon, voilà pour ce rappel du PER. Si tout n'est pas clair, si on est passé trop vite sur certains aspects, la tablette est là, posez vos questions. On va quand même maintenant rentrer dans le vif du sujet et la présentation de cette loi Industrie verte. Déjà, Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer, outre ce que j'ai dit qui était un petit peu lapidaire, parce que c'est peut-être un petit peu abscon, réindustrialisation, verdissement de l'industrie, moi quand je suis investisseur individuel, je me dis ah mais c'est très loin de moi tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, donc, cette loi industrielle, donc, elle est rentrée en vigueur très récemment, là, le 24 octobre 2024. Elle répond à un double objectif. Donc, le premier, environnemental, pour faire face à l'urgence climatique, et le second, économique, en visant la réindustrialisation du pays et la création d'emplois. Donc, concrètement, la loi Industrie verte, elle souhaite réaménager le dispositif de finances durables en assurance, au sens large, assurance vie, périn et d'autres produits d'épargne. Et donc, un peu plus concrètement, donc, on compte sur le périn pour accroître sa contribution au financement d'actifs réels. Donc, ça reste encore un petit peu abstrait, je pense. On va rentrer un peu dans le détail des vraies modifications qu'il y aura sur son PER par la suite. Ok. Donc, justement, sur matelas, qu'est-ce que ça donne très concrètement? Trois grands changements. Donc, le premier, je pense que vous l'avez compris. On va prendre le temps de les expliquer. Donc, alors, comme vous le savez aussi, en fonction de l'âge du client, les allocations sont différentes. Donc, pour simplifier, on a pris un exemple. Voilà. Donc, ça va être Paul, 54 ans, qui a 10 ans de la retraite, qui souscrit à un profil équilibre de la gestion pilotée Horizon Retraite. Donc, c'est ça, GPHR. GPHR, voilà, on a un petit peu vulgarisé. Donc, vous l'avez compris, maintenant, dans les grilles de gestion pilotée, on intègre une part d'actifs non cotés, donc en l'occurrence un FCPR. Donc là, on peut le voir sur le graphique. Pour le cas de Paul, 54 ans, ça représente 5% de l'allocation. Évidemment, ce pourcentage diffère en fonction de l'âge, en fonction du profil que le client a choisi. Donc ça, c'est le premier point. Le second, et qui résulte du premier, il y a une modification donc, de la tarification. Donc au niveau des frais de gestion donc, de l'enveloppe, on reste à 0,50% du contrat. Ensuite, on a des frais dits d'allocation, qui passe aujourd'hui à 0,37, donc il y a une augmentation de 0,10%. En fait, on a été obligé d'augmenter les frais à ce sujet, parce que l'intégration de non-coté qui nous est imposée par la réglementation entraîne une gestion plus complexe de cette gestion pilotée et des coûts complémentaires, voilà, ce qui justifie cette augmentation. Alors, en revanche, nous, on avait une promesse depuis le début, c'était de proposer le PER à moins de 1%. Alors,
on n'arrive pas, dans tous les cas, à répondre à cette promesse, mais dans la grande majorité des cas, et je le montre dans l'exemple de Paul, avec les frais de sous-jacents qui s'ajoutent aux frais du contrat et des frais d'allocation, on arrive encore à des frais tout compris à 0,98, donc promesse tenue sur ces sujets-là dans la grande majorité des cas. Bon, sur les frais. Donc 0,98 quand on regarde effectivement frais moyens tout compris sur le profil équilibre à 10 ans de la retraite. C'est ça. Et alors, pour arriver à ce résultat, et c'est là qu'on va aborder le point 3, on a remplacé les ETF qui étaient label ISR par d'autres ETF. Pareil, je pense qu'Henri y reviendra. Mais donc, des ETF qui étaient un petit peu moins chargés, qui nous permettaient d'ajuster avec l'augmentation des frais d'allocation pour conserver au maximum, dans la majorité des cas, notre promesse. On rappelle peut-être que le label ISR, là aussi pour les gens qui découvrent le PER et qui se disent voilà, mais ça fait beaucoup de. C'est un label d'État français qui qui garantissait une sorte de compatibilité ESG au support qui était utilisé. En gros. Bon, voilà. Alors pour la séance décryptage de sigles, ISR, c'est pour investissement socialement responsable et ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance, bref, tout ce qu'on utilise pour savoir si un investissement, comme l'a dit Julien, est durable, peut participer, voilà, notamment à la thématique de transition énergétique, transition climatique, etc. Donc voilà pour cette explication et les changements principaux pour Matelas. Il y avait pas mal de questions au moment de l'inscription qui ont été posées, Julien. Jawad qui nous demandait à combien s'élève la totalité des frais de gestion sur le PER Matelas et de quelle façon se décompose-t-il. Vous avez déjà bien répondu, on peut remontrer la slide en plein écran pour les gens qui voudraient avoir bien le temps de noter. Laurent, je vous promets, c'est pas moi, qui dit bon, tout ça c'est bien beau, mais comment peut-on faire pour ne pas être obligé de souscrire à ces investissements? Je pense qu'il parle notamment de l'intégration du non-côté. Désolé Agathe, Laurent, il n'est pas... voilà. Alors est-ce qu'on peut déjà? Il y a deux solutions. Alors, tout dépend de l'âge du client. Dans certains cas, s'il est proche de la retraite, en profil prudent, il n'y aura pas de... Quand je dis proche de la retraite, c'est vraiment à moins de 10 ans, je pense. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête. Mais il n'y a pas de part de non-côté dans le profil prudent à peu près à ces horizons. Et la deuxième solution, évidemment, c'est de prendre l'autre option de gestion qui est la gestion libre. Et là, du coup, le client peut définir son allocation lui-même et ne pas prendre de support. Ouais. C'était une question aussi qui vient d'être posée en direct par JP Delacour. Peut-on rester en gestion pilotée et ne pas être impacté par la loi Industrie verte? Ça veut dire forcément se mettre en profil prudent. Alors, quand c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire... On peut aussi aller en gestion libre. On peut aussi aller en gestion libre. Alain nous dit, tiens, vous avez rendu hommage à votre assureur, mais qui est votre assureur? C'est Oradea Avis, donc du groupe Société Générale. Ok, bon voilà, utile de le rappeler. Et Arnaud nous demande, peut-on changer de profil à tout moment? Tout à fait. Il y a un parcours dédié en ligne pour ça. Bon, Arnaud qui avait posé une question là aussi très utile au moment de l'inscription, les contraintes d'investissement en private equity concernent-elles aussi les PER ouverts avant 2024? Alors oui, nous on a fait le choix d'appliquer ces modifications à l'ensemble de nos contrats, parce que c'est aussi des modifications auxquelles on croit. Et donc oui, des PER qui sont ouverts avant 2024, si c'était bien la question, sont concernés. Oui, et chez Boursorama. On rappelle qu'au départ, la loi prévoyait que ça pouvait être pour les nouvelles souscriptions, ce qui peut aussi, les clients peuvent se poser la question. Exactement. Bon, on le voit, les trois conséquences concrètes sur le PER Matelas, et notamment la première, l'intégration du non-coté en gestion pilotée. Classe d'actifs vraiment particulière qui requiert l'expérience, le savoir-faire d'un expert. C'est pour ça que chez Boursorama, on a choisi d'intégrer Eurazeo dans notre offre. Agathe, l'occasion de nous présenter Eurazeo à celles et ceux pour qui le nom ne serait pas forcément familier. Petite carte d'identité. Merci beaucoup. Je pense qu'avant de parler d'Eurazeo, on peut peut-être rappeler ce que c'est que le non-coté. Ouais. Et donc, c'est un principe qui permet d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, donc dont le capital n'est pas accessible sur les marchés financiers. Donc c'est un métier de spécialiste puisque c'est de l'information qui n'est pas disponible publiquement, et pour pouvoir s'y exposer, il faut faire appel à des sociétés de gestion. Eurazeo est un groupe spécialiste de l'investissement dans l'univers du non-coté, avec trois grandes classes d'actifs qui sont représentées chez nous, ce qu'on appelle le private equity, donc le capital investissement, où on investit en capital, en equity, dans des sociétés non cotées. Au travers de cette grande classe d'actifs, il y a plusieurs stratégies d'investissement qui nous permettent de s'exposer à différentes typologies
d'entreprises à différents stades de développement. C'est majeur à expliquer dès le départ puisque dans le cadre du PER, on a volontairement choisi de s'exposer au segment de marché le plus mature du private equity au sein de notre fonds Private Value Europe 3. Quand vous dites le plus mature, c'est des entreprises qui sont déjà à un certain stade de développement, c'est ça ? Exactement, des sociétés qui sont rentables, établies, en phase de croissance, de croissance externe notamment. Et donc, on n'est pas du tout au début du cycle de vie de l'entreprise. Parce que je pense que les gens qui nous regardent se disent « Mais attends, entreprise non cotée, qui débute, mais tout ça, c'est peut-être risqué. Il y en a peut-être qui peuvent ne pas réussir. » Alors, c'est une classe d'actifs qui est par nature plus risquée que l'investissement coté en bourse, mais qui est réputée plus risquée. Puisqu'en fait, c'est ce que je disais en intro, c'est plutôt une classe d'actifs dans laquelle l'information n'est pas disponible. Et souvent, on nous dit « Mais le non coté, c'est obscur, on n'y a pas accès. » Et c'est simplement que pendant très longtemps, ça a été une stratégie d'investissement qui a été réservée aux investisseurs institutionnels parce qu'il fallait investir des montants conséquents qui sont bloqués sur de nombreuses années. Puisque quand nous, Eurazeo, on investit dans une société, notre objectif, c'est d'accompagner le management, donc de leur apporter des financements en premier, mais d'accompagner le management, donc les entrepreneurs, dans le développement de leur société, dans la création de valeur intrinsèque, piloter avec eux la stratégie de développement pour pouvoir ensuite la revendre au bout de 5 à 7 ans avec une plus-value pour nos investisseurs de préférence. Mais donc, du coup, il y a au sein de toutes les classes d'actifs qu'on peut avoir dans le non-coté, on a ce qu'on appelle donc le private equity avec la partie en equity, en capital. On a aussi la dette privée. On peut aussi prêter de l'argent à des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Comme pourrait faire une banque, c'est ça ? Alors là, justement, c'est plutôt, elles font appel à nous, puisqu'on va leur faire des financements sur lesquels les banques sont peu présentes. Ou vont pas être très compétitives par rapport à ce qu'on peut faire. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles des sociétés qui vont bien, qui sont en phase de très forte croissance, peuvent nécessiter effectivement le concours d'Eurazeo. Exactement. Et donc chez Eurazeo, on est une société de gestion qui existe depuis 140 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'on investit en non-coté. On a la caractéristique d'être une société cotée en bourse sur Euronext et on gère 35 milliards d'euros. Un point qui est important, je pense, aussi, c'est que sur ces 35 milliards que l'on gère, on a une grande partie qui provient des familles fondatrices de la société. Et donc, ça démontre on a une dizaine de milliards de fonds propres, des familles qui proviennent initialement de la famille David Weil, donc, qui était la famille fondatrice de la Banque Lazare, et de la famille Decaux. Et cet argent, il est directement investi dans nos fonds d'investissement, donc avec un très fort alignement d'intérêts avec nos investisseurs. On définit un peu, parce que les gens qui nous regardent, c'est quoi l'alignement d'intérêts ? C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre argent aux côtés de celui des investisseurs privés, c'est ça ? Exactement. Nos actionnaires mettent donc l'argent d'Eurazeo dans le même panier, aux mêmes conditions que les investisseurs particuliers. Et je crois qu'on a une slide là-dessus. Je ne sais pas si on l'a vu à l'écran sur le co-investissement systématique. Je ne sais pas si on l'a montré en régie. Exactement. On peut la montrer. On a ici, c'est un peu le schéma d'allocation pour une opportunité d'investissement chez Eurazeo pour la clientèle privée, parce que sur les 35 milliards que l'on gère, on en a une vingtaine qui proviennent de clients institutionnels. Donc les clients institutionnels, ça va être des banques, des assureurs, des fonds de pension pour leurs fonds propres. Et nous, chez Eurazeo, on a fait le choix, il y a 25 ans, de proposer un mécanisme de co-investissement systématique avec cette typologie d'investisseurs, mais en créant des fonds qui vont investir en parallèle sur les mêmes deals, donc sur les mêmes transactions, aux mêmes conditions, mais simplement packagés dans des fonds qui sont adaptés aux besoins, aux contraintes d'un investisseur particulier et donc aussi notamment adaptés à des canaux de distribution différents, notamment l'assurance vie. Et donc chez Eurazeo, quand on a une opportunité d'investissement qui est présentée à une de nos équipes, de private equity ou de dette privée, on va le voir, eh bien, elle est traitée comme une seule opportunité. Et c'est seulement à la fin, si on a validé cet investissement avec le comité d'investissement, que l'allocation va être faite entre le fonds pour la clientèle privée et le fonds pour la clientèle institutionnelle. Donc ça, c'est vraiment majeur, c'est notre proposition de valeur. C'est pour ça que ça marche et qu'on gère aujourd'hui plus de 5 milliards pour la clientèle privée. Donc il y a plus de 5 milliards d'euros qui nous ont été confiés par des gens comme vous et moi pour être investis dans le non-coté. Voilà pour cette présentation, et bien sûr on reviendra en détail dans le fonds qui est
compris dans l'offre matelas. Mais avant, Henri, moi j'ai besoin de savoir, c'est une lubie française de se mettre à intégrer du non-coté, il faut le dire, un petit peu au forceps, hein, dans des produits d'épargne, ou c'est quelque chose, c'est une tendance un petit peu plus généralisée? Là, c'est clair, en France, ça se fait de manière réglementaire. Oui. On a évoqué la loi Industrie verte. Mais il faut bien voir que c'est fait de manière réglementaire un petit peu pour rattraper un train qui est déjà parti depuis longtemps. D'accord. Quand on regarde, par exemple, sur cette page, on se rend compte que du non-coté, voilà. on en trouve déjà pour une proportion significative dans la plupart des portefeuilles de la plupart des investisseurs dans le monde. D'accord. Et quand je parle des investisseurs, je parle des investisseurs particuliers. Pas forcément mais des gros investisseurs, mais non pas plus, uniquement ouais. les investisseurs particuliers, Ouais. des investisseurs de type assureur. Et en France, ça concerne par exemple les assureurs qui gèrent le fonds en euros. Ils sont déjà investis depuis plusieurs années sur des actifs non cotés. Ça peut être aussi des fonds de pension. On n'en a pas en France, mais il y en a dans d'autres pays. Tous les investisseurs, depuis déjà plusieurs années, se sont positionnés sur ces actifs non cotés pour différentes raisons. Première, c'est évidemment la recherche de sources de performance complémentaires. Oui. Deuxième raison, c'est la diversification apportée, puisque ce ne sont pas les mêmes émetteurs, donc ce n'est pas le même risque qu'on va retrouver dans le portefeuille au travers de ces investissements par rapport aux investissements cotés. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, c'est toujours une bonne chose. La diversification, c'est ce qu'on désigne comme étant le seul repas gratuit en finance. Donc, quand on a la chance de l'augmenter dans un portefeuille, il ne faut jamais s'en priver. Et la troisième raison, c'est souvent une recherche de sens. Et c'est ça, d'ailleurs, un des sous-jacents principaux de cette loi Industrie verte, qui consiste effectivement à aller financer des acteurs qui en ont particulièrement besoin et qui ne trouvent pas forcément, soit sur les marchés, soit auprès de leurs contreparties traditionnelles, les banques, les financements dont ils ont besoin pour se développer sur un territoire donné ou sur une activité donnée. Donc on le voit bien, c'est un train qui était déjà parti. Et quand on interroge les investisseurs pour leur demander où est-ce qu'ils ont envie d'aller, ils nous répondent tous, dans l'ensemble, qu'ils sont dans une logique d'accroissement de l'exposition aux actifs non cotés. C'est-à-dire qu'ils sont partis de zéro, ils ont déjà atteint une certaine taille, mais la logique, c'est de continuer à renforcer cette poche au travers du renforcement de la courbe d'expérience qu'ils ont pu construire en étant investisseurs sur cette poche, et surtout au regard aussi de la diversification des offres qui existent aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait en voir il y a encore 10 ans. Bon ben voilà, effectivement, donc une tendance plutôt généralisée. La deuxième conséquence dont on a parlé avec Julien, c'est effectivement le remplacement des ETF label ISR. Est-ce que ça veut dire que, Henri, on laisse tomber l'approche durable au sein du PER matelas? Alors non, mais tu l'as un peu évoqué tout à l'heure de manière amusée, ISR, ESG. En fait, c'est compliqué de s'y retrouver. On pourrait presque dire il y a 50 nuances de ESG. Oui, c'est ça. D'accord. Et blague à part, la question qu'on doit se poser, c'est finalement quel est le bon rapport qualité-prix de l'ESG dont on a besoin dans un portefeuille. Julien a rappelé tout à l'heure qu'il y a toujours eu une préoccupation de maîtrise des coûts dans la solution matelas qu'on a construit avec Boursorama. Et il était clair que l'introduction des actifs non cotés, parce que c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué d'investir dans des entreprises ou dans des secteurs dans lesquels l'information est peu ou moins facilement disponible. Ouais, bien sûr. Donc ça demande plus de ressources, Agathe pourra en parler mieux que moi. Eh bien, forcément, l'introduction de ces actifs non cotés, qui plus est de manière réglementaire, on n'a pas eu le choix, il fallait le faire, et en plus, il y a des proportions minimum imposées. Tout ça était imposé. Mécaniquement, ça allait significativement augmenter les frais. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on subit cette augmentation de frais ou est-ce qu'on essaie de la contrer autant que possible, d'accord, de la compenser plutôt que de la contrer. Et il y avait une manière assez simple de la compenser, c'était de se déplacer sur l'échelle de l'ESG en partant honnêtement d'une approche qui était l'approche best-of, SRI, ISR en français, investissement socialement responsable, c'est l'approche best-of, à tous les sens du terme. C'est celle qui intègre le plus les différentes composantes de l'approche ESG dans la sélection de titres, dans la construction de portefeuille. Mais je le disais, il y a 50 nuances de ESG, on n'est pas obligé de construire des portefeuilles avec des approches ISR. Labellisé ISR. Label ISR, parce qu'on rappelle, c'est un label français, il y en a d'autres dans d'autres pays, etc. Tous les pays ont quasiment leur propre label, et honnêtement, à un moment donné, parfois ça devient un peu compliqué de s'y retrouver. Heureusement, on a un standard européen. Le standard européen, c'est SFDR, Sustainable Finance, avec trois échelons, donc c'est déjà beaucoup plus simple, 6, 8 et 9. Et on a aussi en France une catégorisation AMF qui permet de qualifier la qualité de l'intégration ESG, la prise en compte des facteurs ESG dans la construction de portefeuille et dans la gestion. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir l'échelon immédiatement inférieur,
Donc on a remplacé les supports qui étaient ISR par des supports ESG Enhanced. Désolé pour l'anglicisme. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on les appelle tout simplement parce qu'ils sont alignés sur des indices qui ont été construits par le fournisseur MSCI. Donc ce sont des indices globaux, mondiaux. Et donc évidemment, ESG Enhanced, ça veut dire quoi? C'est ESG+, si on devait le traduire en français. Oui, c'est ça. Oui. On part d'indices traditionnels, par exemple le MSCI US, l'ensemble des valeurs américaines. Première couche, on applique un certain nombre de filtres d'exclusion. Donc là, on va exclure les vilains petits canards, donc les fournisseurs d'armes, les fournisseurs de tabac, armes controversées, score de controverse, armes conventionnelles. Les armes, les fournisseurs d'armes, les non-signataires le charbon. de la Convention des Nations Unies. Enfin voilà, on a une grande diversité de critères d'exclusion. Et après, avec ceux qui restent, on va essayer d'optimiser la construction de portefeuille de manière à atteindre 2 objectifs. Premièrement, le plus ESG possible au niveau du portefeuille. Deuxièmement, limiter ce qu'on appelle l'écart de suivi, la tracking error en anglais, c'est-à-dire le décalage de performance éventuel lié à la préférence ESG. Il est évident que quand on n'investit pas dans certaines valeurs et quand on investit plus dans certaines valeurs, eh bien à un moment donné, ça peut se payer en termes de performance. On l'a vu notamment les 2 dernières années où malheureusement les groupes d'énergie fossile et les secteurs de la défense ont très bien performé. Voilà, et ça a été particulièrement sensible justement pour les stratégies ISR. Les stratégies ISR, comme elles sont best-of, elles n'ont aucune contrainte de tracking error. Et donc concrètement, sur certaines années type 2020 ou 2022, elles ont pu très nettement surperformer ou très nettement sous-performer. Il y avait des écarts de suivi très conséquents. On a aussi jugé qu'il était peut-être plus raisonnable pour les détenteurs actuels et futurs du PER de descendre une échelle, un échelon en termes de risque relatif à l'indice par an. Et le troisième critère d'optimisation, c'est un critère qui vise à assurer que le portefeuille s'inscrit dans une logique de décarbonation. Donc moins 30% en termes d'empreinte carbone par rapport à l'indice par an, et une logique de décarbonation annuelle de 7% par an, donc c'est aligné avec l'horizon 2050. Bon, très clair là-dessus. Quand on met tout ça bout à bout, honnêtement, on reste dans un portefeuille qui est très conscient, emprunt des problématiques ESG, et moins cher. Et moins cher. Au niveau des ETF qu'on utilise, ils sont significativement moins chers, ce qui permet d'absorber une partie du surcoût induit par l'intégration des actifs non cotés. Bon, on avait des questions qui étaient tombées au moment de l'inscription. Marc nous dit quels sont les supports ESG, risque et origine, performance. Ça, vous avez quand même pas mal répondu à toutes ces questions. Par contre, David nous demande quel est le pourcentage des fonds parmi ceux que nous pouvons choisir seront article 9 SFDR. Alors, article 9 SFDR, c'est le mieux disant. On va dire que c'est le vert plus, si je puis dire, dans la réglementation européenne pour essayer de garder tout le monde à bord et de pas nous perdre en cours de route avec les nombreuses acronymes, sigles, etc. Exactement. Alors là, je réponds directement. 100% du portefeuille sera article 8, portefeuille ETF. Pas d'article 9 dans cette gamme, tout simplement parce que quand on fait le choix de l'article 9, c'est un peu équivalent à l'ISR, et bien ça veut dire qu'on accepte un écart de suivi qui peut être significatif. Et l'expérience nous a montré qu'il valait quand même mieux essayer de limiter un petit peu ce risque autant que possible. Bon, voilà, en tout cas, réponse très claire. Voilà pour cette explication autour de l'ESG. Et puis maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est finalement comment cette modification a impacté les grilles d'allocation aussi qui sont au sein du PER. Voilà. Alors justement, là, je n'ai pas choisi le même exemple que celui qu'a choisi Julien. Mais c'est joli en tout cas. Ouais, mais on est quand même sur la grille équilibre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la colonne 10 doit correspondre à l'exemple particulier qu'a choisi Julien tout à l'heure. Bon, la première étape, ça a été évidemment de déterminer combien on allait introduire d'actifs non cotés dans chacune des grilles à chacun des horizons. D'accord, on parle de 3 profils de risque différents et de 25 horizons différents. En tout, ça fait 75 grilles. Pour chacune de ces 75 grilles, il faut déterminer quel pourcentage alloué à l'actif non coté, donc le fonds proposé par Agathe. L'idée ici a été de s'en tenir au minimum réglementaire. D'accord ? À ce stade, on démarre, il y a une transition du 100% coté vers l'introduction du non coté. On a aligné l'ensemble des grilles avec les minimums réglementaires. Première raison, évidemment, problématique de courbe d'expérience. La plupart des investisseurs présents et futurs ne connaissent pas ces produits, donc il va falloir quand même qu'ils s'acclimatent à ces produits. Deuxième raison, et je l'évoquais tout à l'heure, la maîtrise des coûts, parce qu'évidemment, on voulait autant que faire se peut limiter l'impact en termes de frais de gestion de cette introduction des actifs non cotés. Deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que
sur quel actif on va réduire l'exposition. Eh oui, pour faire de la place. Pour faire de la place. Oui, c'est ça. Sachant que ces grilles PER, elles doivent rester compatibles avec la loi Pacte. Oui. Donc on a aussi un minimum imposé au niveau de ce qu'on appelle les actifs faiblement risqués. Donc le fonds en euros dans nos grilles. Donc finalement, le seul endroit où on pouvait piocher, c'était dans l'offre ETF. Et donc là, on est allé voir les facteurs de risque de ce fonds. Donc justement, Agathe reviendra tout à l'heure sur la manière dont il est composé. On va le voir en détail, oui, tout à fait. Comment il est composé en termes de profil de risque, comment il est construit en termes d'exposition aux différentes devises. Et pour maintenir autant que possible, finalement, ce qui fait l'ADN de cette offre, une offre globale, une offre bien diversifiée, une offre qui joue sur un maximum de moteurs de performance, on a choisi de financer l'introduction des actifs non cotés en prélevant sur la poche actions européennes. D'accord. Donc tout simplement parce que c'était l'actif qui nous paraissait le plus congruent avec, en termes de risque avec celui qu'on introduit dans le portefeuille. Et la troisième approche, ça a été de regarder si tout ça formait bien un tout cohérent. Donc vous savez, chez BlackRock, on aime bien s'assurer qu'en termes de risque, en termes de perspective de rendement, ça garde la logique. Tiennent à peu près la route. Sûr. Voilà. Donc évidemment, tout ça est passé dans la moulinette Aladdin et on est aujourd'hui très confortable avec ce que ça donne. Vous rêvez pas de grille d'allocation la nuit, Henri, après cet exercice? Non, je vous rassure. Les nuits sont plus belles que vos jours. On a une question de mémo qui nous dit les supports ESG sont très souvent, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, hein, les supports ESG sont très souvent moins performants que les non-ESG. Avons-nous le choix de ne pas passer en ESG en gestion pilotée? J'ai envie de dire, non en fait. Alors, les supports ESG sont très souvent moins performants. Déjà, il faut revenir là-dessus, ouais. C'est pas vrai, il faut regarder année après année. Si vous regardez une année comme 2020, par exemple, l'année de la crise Covid, c'était honnêtement une très très bonne année pour les actifs ESG par rapport aux approches traditionnelles. Oui. Une année comme 2022, c'est l'exact opposé. Pourquoi? Parce qu'il y a des biais structurels systématiques associés à l'approche ESG. Donc ça va dépendre un petit peu des préférences à un moment donné du marché. La conviction de BlackRock, c'est que sur le long terme, l'ESG ne détruit pas de performance. Et sur le long terme, l'ESG finalement réduit les risques. Donc normalement, le couple rendement-risque associé à l'ESG, c'est l'interprétation de BlackRock, doit être légèrement meilleur ou en tout cas équivalent à celui des actifs traditionnels. Oui. Pour répondre à la question qui a été posée, c'est un peu la même que celle qui a été posée sur les actifs non cotés. Oui. On ne peut pas gérer une infinité de grilles différentes. D'accord ? Donc la grille en gestion pilotée à horizon est orientée sur l'ESG, sur la partie liquide. Donc les investisseurs qui ne sont pas confortables avec ça ou qui ne sont pas confortables avec les actifs non cotés, ils basculent en gestion libre et ils font leur propre choix, leur propre sélection de supports. Et il y a une variété assez large de supports pour qu'ils trouvent leur bonheur. Marie, qui a beaucoup aimé visiblement votre grille, se demande a-t-on accès à ces cours pour savoir a priori la répartition du portefeuille si on change de profil? Alors oui, tous les clients ont accès au rapport de gestion donc sur leur espace dans la rubrique Mes documents. Ok, bon voilà, donc avec effectivement ce type d'informations présentes. Beaucoup de questions qui tombent, hein. Vous êtes très très intéressé par le sujet. Camille se dit, tiens, le private equity, est-ce que c'est dispo aussi sur l'EPR en gestion libre? Tout à fait, et notamment le fonds qui est dans la grille d'allocation de Raseo EPVE3. Et ben voilà, transition toute trouvée, Agathe, pour parler de ce fonds Euraseo Private Value Europe 3. Le titre, pour le coup, dit assez bien ce vers quoi on se dirige. Peut-être un rappel, vous l'avez déjà évoqué, mais effectivement, non coté. Quand on investit en individuel, ça paraît un peu vaporeux, il faut le dire. Mais la réalité, c'est que c'est un univers d'investissement très vaste. Exactement. Souvent, on se dit que c'est un univers d'investissement qui est peu connu. Et en fait, finalement, alors j'ai pas ma slide aujourd'hui, mais quand on y pense, regardez, hop, et la voilà. Le non-coté, on peut tout faire sur le non-coté, ça représente toutes les PME, toutes les ETI. Qui composent notre quotidien finalement. Et quand on y pense, cet univers, il est beaucoup plus vaste que l'univers coté, puisque en fait, 98% du tissu économique et industriel en France et en Europe est composé de sociétés non cotées. On parle du CAC 40, du SBF 120, mais le côté, c'est l'exception. C'est ça, en fait, c'est la petite partie des entreprises qui font l'économie des grands pays. Exactement, et c'est surtout que c'est une classe d'actifs qui est beaucoup moins mature que tout ce qui est l'investissement dans le côté. Mais on voit que plus ça va, plus ça devient mature, puisqu'on en propose au plus grand nombre.
Mais donc du coup, ça reste quand même un univers très vaste. Et c'est pas parce que 98% du tissu économique et industriel français est en PME ETI qu'on pourrait investir dans toutes ces entreprises. Oui, bien sûr. Donc elles ne sont pas toutes éligibles à être accompagnées par des fonds de private equity. Et en plus de ça, au sein même de cet univers d'investissement, on va avoir différentes typologies d'entreprises qui vont avoir différents stades de développement. Et nous, investisseurs en non-cotés, on va avoir des équipes différentes chez Eurazeo qui vont être spécialistes de l'investissement sur différentes typologies d'entreprises. Donc vous avez ici la courbe des revenus d'une entreprise par rapport au temps. Et en fait, au début du cycle de vie, quand la société ne génère pas de revenus, c'est ce qu'on appelle le capital innovation, le capital risque. Et donc là, il faut une équipe de spécialistes qui va accompagner les jeunes entreprises. En général, c'est souvent, on va investir dans une idée. Ils n'ont pas forcément de base client, même pas forcément de produit. C'est un concept qu'on Exactement, on finance un concept. Ouais. Et donc ensuite, quand la société commence à se développer, commence à générer du revenu, mais n'est pas forcément rentable, là, on va la financer avec ce qu'on appelle du capital croissance, pour accompagner son développement. Mais naturellement, il y a d'une part, et je l'ai mentionné tout à l'heure, en assurance vie, on ne voulait surtout pas exposer nos clients privés à ces deux segments qui sont là où on a les sociétés les moins matures. Et quand la société devient rentable, pour financer sa transmission, on va intervenir dans ce qu'on appelle le segment du capital transmission. D'accord. En bon français, le LBO, le Leveraged Buyout, où en fait, du rachat par effet de levier. D'accord. Et donc, ce segment de marché, c'est celui qu'on a sélectionné pour Private Value Europe 3, puisque c'est le segment de marché, d'une part, où on est sur les sociétés les plus matures. On a des sociétés qui sont plutôt, en général, au-dessus de 100 millions d'euros de valeur d'entreprise. Et on va y revenir sur le fonds Private Value Europe 3. Mais donc, on n'est pas en train de financer la start-up du coin. Oui. On est vraiment sur des sociétés établies, rentables et matures. Et c'est le choix qu'on a fait pour EPVE3. Il se trouve qu'en plus, 2/3 des actifs non cotés sont sur ce segment de marché. Bon, donc un univers très profond. Univers très profond. On regarde la slide sur ce fond et là, alerte jargon dès le premier mot, un fonds evergreen. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais Agathe, c'est pas possible, un fonds evergreen, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça a été toute l'innovation de Private Value Europe 3 à son lancement. Dans le non-coté, en principe, un fonds, ça dure une dizaine d'années. Ouais. On va avoir une période de collecte en général de 1 an, 2 ans, où nous, Eurazeo, on va collecter de l'argent auprès d'institutionnels, auprès de particuliers qui vont investir dans le fonds. On va leur dire qu'on va investir dans une dizaine, quinzaine de sociétés sous-jacentes qui sont réparties dans un segment de marché, dans un secteur défini, dans des géographies définies. Et en général, on va avoir une période d'investissement qui va durer 5 ans. On va, nous, donc, choisir des sociétés pendant 5 ans et ensuite les accompagner dans leur développement. On va rester investi dans ces sociétés 5 à 7 ans et ensuite on va les revendre. Donc c'est un fonds qui dure une dizaine d'années en principe. Très clair, j'ai tout compris. Sauf que ce n'est pas forcément le calendrier dont les investisseurs particuliers ont besoin. Et donc ça a été toute l'innovation. On a créé un fonds qui n'a pas de durée de vie définie et donc qui est ouvert en permanence pendant 99 ans pour être tout à fait exact, et dans lequel on peut rentrer et sortir relativement quand on le souhaite. On peut rentrer quand on veut sur une valorisation hebdomadaire et sortir sur des fenêtres de trimestriel, mais ici dans le cadre du PER qui s'applique à l'assureur dans ce cadre-là. Donc un fonds evergreen, c'est un fonds qui rend le calendrier d'investissement à l'investisseur. C'est lui qui est maître de son calendrier, tout en se concentrant sur un horizon de placement moyen-long terme de 5 à 8 ans. J'ai tout compris. Très clair. Un fonds evergreen, c'est pas sa seule caractéristique, c'est aussi un fonds semi-liquide. Là aussi, explication de texte. Exactement, donc c'est ce que je viens de dire. Plutôt que de rester bloqué pendant 10 ans et d'attendre ces distributions sans pouvoir les demander, on peut demander tous les trimestres de sortir du fonds avec un préavis de 2 mois et une liquidité qui est servie 1 mois plus tard. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça semi-liquide. Et c'est important c'est de noter que c'est une liquidité qui est limitée.
on vient apporter avec la structuration du fonds une certaine souplesse d'investissement, mais il faut se rappeler que le sous-jacent reste non liquide. Oui, c'est ça. On est quand même, nous, investisseurs dans des sociétés dont le sous-jacent n'est pas liquide et on ne va pas s'en débarrasser ou en sortir pour pouvoir répondre aux demandes de liquidité. Aussi simplement qu'on le fait avec une action cotée, justement, qu'on peut vendre et acheter sur une séance de bourse. Hein, exactement, ça. c'est tout la différence entre les deux, avec le non coté. Ouais. Et donc, c'est important de le noter. Donc, ce n'est pas des fonds qui sont liquides, c'est un fonds qui est semi-liquide parce que le sous-jacent ne l'est pas. Et c'est la structuration du fonds qui nous permet d'apporter une certaine liquidité, à savoir 5% de l'actif net du fonds qui est disponible au rachat tous les trimestres. Bon, caractéristique importante qu'on vient de voir, mais je pense que les gens qui nous regardent se disent c'est super, mais qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans ce fonds, pour le coup ? Alors, on a aussi là fait le choix de partir sur une stratégie hybride avec un fonds qui a une composante défensive majoritaire. Donc, on a 60% de dette privée. Donc, la dette privée, on va, nous, Eurazeo, apporter de la dette dans des opérations de capital transmission. Donc, en général, c'est des sociétés de moyenne capitalisation qui ont un fonds d'investissement à leur capital et qui vont avoir besoin de financement pour acheter un concurrent, pour acheter une usine, financer leur croissance. Et donc, ils vont faire appel à nous, Eurazeo, pour apporter la dette. C'est une classe d'actifs qui est naturellement moins risquée que l'investissement en capital, puisqu'on est en dette, mais dont les rendements vont être plafonnés au rendement de la dette. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu ajouter une composante equity, donc de l'investissement en capital, où là, on va investir dans des sociétés non cotées qui restent de moyenne capitalisation. Et plutôt que d'investir dans quelques sociétés définies dans ce qu'on appelle en primaire, on va racheter des portefeuilles d'entreprises qui sont déjà sous LBO, donc sous opération de capital transmission, depuis plusieurs années. Donc en fait, on va faire un portefeuille, construire un portefeuille qui va être diversifié sur 250 lignes actuellement, qui va être exposé à financer la croissance de petites et moyennes entreprises européennes non cotées. Et j'ai une information importante sur ces slides, c'est la performance cible. Quelques mots peut-être, 6-8% performance annuelle nette visée, j'imagine, pour ce fonds, c'est ça Alors c'est exactement un rendement cible où les performances passées ne présagent pas des performances futures. Voilà. Donc c'est un fonds qui dispose de 6 ans de track record et en annualisé, on est à 7,1 sur les 5 dernières années. Donc on est plutôt dans la fourchette haute de notre performance. De notre performance cible. Et donc, c'est aussi naturel. L'objectif de ce fonds, c'est pas d'offrir un rendement à 2 chiffres. L'objectif de ce fonds, c'est d'offrir un accès diversifié à la classe d'actifs, avec un rendement qui va être le plus prédictible possible, avec le moins de volatilité possible. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi ces 2 stratégies d'investissement qui sont complémentaires de l'une de l'autre et qui apportent on peut le dire, même si on a investi en non-coté, une certaine tranquillité. Et ça se traduit dans son indice de risque, puisque ce fonds est en SRI de 3 sur 7. Bon, et petite alerte jargon, un track record, c'est pas le record du tour, c'est l'historique de performance, voilà, pour le fonds. Toujours bien de le rappeler. Il y a la régie, on m'a sucré une question, mais je l'avais gardée en mémoire. C'était une question qui nous demandait s'il y avait des entreprises à impact dans les sociétés financées dans le fonds private equity. Enfin, dans ce fonds, pardon. Alors, c'est un fonds qui est article 8, donc au sens de la loi SFDR. Pour rappeler, il y a 3 typologies d'articles. C'est article 6, et donc là, on prend aucun engagement au regard de l'ESG. Soit il y a article 8, donc ils ont sauté le 7, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, article 8, ça veut dire qu'on a des filtres pré-investissement. Donc on va avoir à peu près les mêmes filtres d'exclusion. Donc on ne va pas investir dans l'armement. Le tabac, le charbon, etc. Ce qu'on a vu, oui. Mais aussi, on va faire des due diligence, donc on va analyser les sociétés sur des critères extra-financiers qui vont définir notre investissement ou non. Et ensuite, on va demander du reporting. Chez Eurazeo, en plus de ça, on a mis en place en 2021 un programme qui s'appelle O+, O pour neutralité carbone, 0, et plus pour l'inclusion. Et donc, au-delà de ces filtres
pré-investissement et on a une équipe de 7 personnes au sein du groupe qui accompagne nos sociétés de portefeuille pour tendre vers une meilleure responsabilité sociétale et environnementale, mais aussi une meilleure gouvernance au sein des sociétés. Donc, c'est pas exclu qu'on ait des sociétés à impact, mais c'est pas l'objectif du fonds. En revanche, c'est vraiment très important chez Eurazeo d'accompagner nos sociétés sur une meilleure responsabilité sur tous ces sujets, puisque c'est un facteur de performance. Bon, dernière caractéristique, un fonds pionnier. Au-delà de la belle formule, il va falloir nous expliquer pourquoi, Agathe. C'est un peu ce que j'ai dit en introduction. Quand on l'a lancé en juillet 2018, un fonds Evergreen, les clients n'en avaient pas forcément entendu parler. Et c'était tout l'objectif, en fait. Plutôt que de créer nos fonds fermés, comme on avait l'habitude de faire, on s'est dit on va créer un fonds qui va se rapprocher le plus possible en fait, d'un OPCVM coté, tout en gardant les caractéristiques de la classe d'actifs. Et c'est ce qui nous a permis de créer Private Value Europe 3, qui aujourd'hui a dépassé les 2 milliards de collecte nette. On a un actif qui est plutôt à 2,3 pour être exact. Donc ça, c'est l'encours valorisé. Et donc, on est le seul fonds FCPR, agréé AMF, disponible en unité de compte et aussi en direct, par ailleurs, qui dispose d'un track record de 6 ans. Bon, voilà. Pour les gens qui se disent « Non, mais c'est bien beau, on parle d'économie, financer les PME », qui veulent un petit peu de concret, si on rentre sous le capot, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fonds, que ce soit peut-être sur les 2 compartiments, le private equity, la dette privée? Alors, tout l'objectif, c'est vraiment ce que je vous disais. Oui, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est vraiment une approche de construction de portefeuille. Et je pense que c'est ça aussi qui rassure pour le mettre dans un PER, c'est qu'on n'est pas investi sur une verticale. On est investi sur des secteurs d'investissement qui sont très différents, avec une belle diversification dans les services aux entreprises, les technologies de l'information. En fait, on va aussi beaucoup aller chercher des sociétés qui évoluent dans des secteurs de niche, avec des fortes barrières à l'entrée, et des sociétés qui vont être déjà leaders sur leur secteur. Mais donc avoir vraiment une diversification sectorielle, c'est majeur, c'est très important pour s'assurer en fait de construire un portefeuille qui va être exposé à des secteurs cycliques, des secteurs non cycliques, à faire du B2C, du B2B. Et donc c'est vraiment une approche de construction de portefeuille. De la même façon, on est très diversifié dans toute l'Europe. Donc c'est un fonds qui finance des sociétés en Europe. Bon, pour ceux qui feraient du patriotisme économique, il y a quand même une grande partie en France, on peut le dire. Il y a une partie en France, on reste un acteur français, mais on a des équipes on a des bureaux en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Donc ce n'est pas les 2 autres pays qui sont représentés ici, mais on a vraiment une équipe qui va chercher des nouveaux investissements directement sur place, sur des territoires européens. Et donc ça aussi, c'est très important pour trouver les meilleurs. Bien sûr, je pense que certains ont reconnu peut-être certaines entreprises qu'ils connaissent dans celles qui sont présentées sur la slide. On a reçu une question d'Olivier au moment de l'inscription. Et c'est une question un petit peu vache, mais nos clients sont pas nés de la dernière pluie. Il nous dit, mais le fait d'imposer du non-coté un investissement grand public ne va-t-il pas amener à financer des dossiers médiocres pour répondre à la demande et entraîner un effet comme nous le connaissons sur les SCPI ? Alors c'est une question qui est beaucoup revenue aussi et qui était aussi dans les discussions avec le régulateur et le Trésor. Il faut savoir que le marché du private equity, d'une manière générale, c'est un marché qui est extrêmement vaste. On parle dans le monde entier d'une 10 à 15 trilliards de dollars. Et c'est ce que aussi je mentionnais tout à l'heure. On est sur un marché qui est extrêmement vaste. D'exposer une certaine partie de l'épargne des Français, des Européens. C'est pas comme si tout d'un coup on allait adresser 80% du marché avec le PER français. Exactement. Même si, et je pense que c'était tout l'objectif du lancement de la loi Industrie verte et d'inclure du non-coté dans l'épargne des Français, les Français et les particuliers d'une manière générale sont bien sous-alloué par rapport à toutes les autres typologies d'investisseurs sur le non-coté. C'était la slide qui a été présentée juste avant par Henri. Et donc, c'était nécessaire de passer par là. Et justement, on prend toutes les précautions pour toujours investir dans les meilleures conditions. Et un dernier gage de qualité, c'est sûrement la raison pour laquelle vous nous avez choisi, mais Private Value Europe 3, c'est un fonds qui
comme je le disais tout à l'heure, co-investit avec nos fonds réservés aux clients institutionnels. Oui. Donc, ils participent à des programmes d'investissement qui sont très vastes. Et donc, ça aussi, c'est un gage de qualité de déploiement. L'alignement d'intérêts dont on parle et qui prend tout son sens. Il y a des questions qui sont tombées. Pépé, qui lui aussi n'est pas né de la dernière pub, quel est le risque de défaut dans votre fonds ? Alors, c'est globalement une très bonne question. Oui. C'est tout l'objet de la sélection de nos deux stratégies, oui. Chez Eurazeo. En dette privée, on fait de la dette depuis 2007. On a financé plus de 200 entreprises. On a un taux de défaut annualisé qui est à 0%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais eu de défaut. C'est bien ça. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais eu de défaut. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend jamais de provision. Oui. Mais en fait, on a un taux de recouvrement qui est très important et on n'a pas perdu de société. Sur la partie equity, c'est aussi la stratégie qu'on a choisie, qui n'est pas une stratégie directe en equity, mais ce rachat de portefeuille qui existe déjà. Et donc, en fait, ça nous permet de sélectionner des actifs qui performent bien. Et donc, en fait, et sur cette stratégie, notre taux de défaut, il est inférieur à 1%. D'accord. Donc, on a aussi sélectionné des stratégies qui sont elles-mêmes relativement moins risqué que d'autres stratégies au sein du private equity. Mais il est sous contrôle. Et tu l'as bien dit, le fait qu'on soit sur un fonds qui est extrêmement diversifié, on a naturellement une atomisation du risque. Un portefeuille de private equity classique, un fonds classique, c'est 10 à 15 sociétés. Ici, on s'expose à 240 sociétés, 250. Et il n'y a pas une société qui représente plus de 2% de la valeur liquidative du fonds. Bon, précision. Information très claire. Bogost nous demande, est-ce que ce fonds distribue ? Bah oui, voilà, hein, on cite les pseudos ici. Est-ce que ce fonds distribue ou capitalise ? Il n'y a que de la capitalisation. Donc ça, c'était important. On ne fait aucune distribution. Pour réaliser ces performances, il faut demander un rachat total ou partiel de ses parts. C'est assez dans la philosophie finalement du PER, hein, on peut dire aussi. Ouais. Peut-être un point sur l'évolution de la valeur liquidative et la volatilité, là aussi, des caractéristiques. On a des choses à avoir en tête ? Alors, on a une slide sur la valeur liquidative du fonds, qui plaît en général. Ouais. Quand c'est dans le sens, oui, on aime bien, en règle générale. Et surtout, on voit, je parlais de pas de volatilité, on va le voir sur la slide juste après, et d'une grande régularité de la performance. C'est tout l'objet d'avoir un fonds qui est plutôt défensif et très diversifié. Et on voit que même si, donc on est toujours en période de levée, en période de collecte, donc on est toujours en train de récolter de l'argent auprès de nouveaux investisseurs, le fonds, à partir de 2021, mi-2021, il a été globalement 90% investi. D'accord. Donc on garde toujours une poche de liquidité pour faire face aux demandes et pour protéger le fonds et nos investisseurs. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a commencé à dégager son objectif de performance de manière extrêmement régulière et sans à-coups. Et c'est ce qu'on voulait absolument. Il a démontré la pertinence de son modèle et c'est ce qu'on voulait absolument, puisque quand un fonds est disponible en unité de compte, on ne veut pas souffrir ce qu'on appelle la courbe en J en private equity, donc une performance négative au début du fonds. Ça va mieux à la fin, mais le début est difficile. Exactement. Ouais. Et donc là, on en a à peine, ça a à peine duré 3 mois. Et donc là, on voit qu'à partir du moment où le fonds a été totalement investi, on a dégagé une performance comprise entre 7 et 9% net investisseurs. Et ça, c'est majeur. On peut nous dire 6 à 8, vous pourriez dire 7 ou 9. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on souhaite offrir cette performance, peu importe la conjoncture économique. Et donc ça, c'est important d'avoir une grande régularité de la performance. Bon. Parce que ça introduit maintenant Alors justement, il va falloir nous expliquer la volatilité, parce que moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait une crise cardiaque là. Donc voilà, expliquez-nous un petit peu ce graphique. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Et donc c'est ici en bleu foncé, très proche de 0, c'est la variation de la performance de EPVE3. D'une semaine sur l'autre, puisqu'on a une valorisation... Et la courbe bleu clair ? Et la courbe bleu clair, c'est le stock 50 sur la même période. C'est l'indice stock 50. Voilà, et le MSCI Europe qui est en gris. Donc c'est la variation, en gros, pour faire simple, des marchés boursiers européens et puis celle du fonds sur la même période de temps. Exactement. Ouais. Donc quand je parlais de dormir tranquille, c'est tout l'objet de ce fonds. Bon. Voilà, explication très claire. Ils m'ont convaincu, Henri et Agathe, d'explications très claires, démographiques. Il faut un petit plus là, il manque. Je me dis, peut-être... Frédéric, il m'a posé la question, il n'y aurait quand même pas un petit geste en plus de Boursorama pour nous convaincre d'ouvrir un petit PER là, Julien ? Évidemment. Alors, dès ce soir, depuis 18h exactement, pour
les adhérents. Pour les clients qui ont déjà un PER matelas, on a une offre à partir de 3 000 € versés, une offre de 100 €. Ouais. Et on aura une offre sur adhésion, donc pour les personnes qui souhaiteraient adhérer à ce contrat. Très prochainement, on n'a pas encore les conditions, mais vous inquiétez pas, c'est Très prochainement, vous me promettez que c'est quoi? C'est dans dans la semaine. Ah, dans la semaine. Attention, parce qu'après après les webinaires, les gens nous reposent des questions. Donc, je leur donne... Voilà, tous les ans, en fin d'année, pour les nouvelles adhésions, on a une offre sympathique. Bon, et voilà, et on a la slide qui a été affichée à l'écran. On va prendre les questions. Il y a pas mal de questions qui sont tombées. On avait aussi, je l'avais dit, des questions qui ont été posées au moment de l'inscription. Priorité à celles qui sont tombées. Alors, attendez. Hop, Phil nous demande combien de comptes peut-on ouvrir? Ah, c'est combien sur le PER? Est-ce que c'est comme les assurances vie? Vous pouvez souscrire autant de PER que vous souhaitez. Par contre, la déduction fiscale, elle ne se cumule pas. Donc, Voilà. À retenir, c'est quand même. On ne peut pas faire à chaque PER la déduction fiscale qui va avec. Mais en tout cas, en revanche, c'est pas parce qu'on a un PER quelque part Oui. qu'on peut pas en ouvrir un nouveau. oui, c'est ça. Pas comme, Ça, c'est- pas effectivement comme le PEA par exemple. Exactement. François nous demande si l'on a constitué un capital en gestion pilotée, qu'adviendra-t-il de cette partie de capital lorsqu'on passe en gestion libre, si on choisit de revenir? Elle est basculée en gestion. Voilà, il est Tout conservé. simplement gestion libre sur les fonds qui souhaitent investir. Jean-Philippe, et cette question elle est intéressante parce qu'elle montre bien un petit peu la complexité de tout bien comprendre. Il nous dit si on passe en gestion pilotée prudente, on reste alors en article 6. Non. Non. Réexpliquez-nous ça, Henri. Toutes les nouvelles grilles. 6, déjà on explique. C'est quoi l'article 6? Article 6, Agathe l'évoquait tout à l'heure, Oui. c'est en gros l'échelon de base de la classification Voilà. européenne en Oui. termes d'intégration ESG. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intégration significative des critères ESG dans la gestion du produit. Oui. Article 6, il n'y a aucun produit article 6 dans C'est ça. l'offre PER Matelas. Oui. On est Article 8. On est article 8. Et c'est vraiment la cible qu'on s'était donnée au départ. Tous les produits sont article 8. Quelle que soit la grille, en termes de profil de risque, Bien prudent, sûr. équilibré, dynamique, quel que soit l'horizon, 100% des produits sont article 8. Voilà. Je dis 100%, je mets à part le fonds en euros, qui est, article 8. qui est un produit à part, mais qui est aussi article 8. Voilà. Ouais. Donc c'est ce qui change dans les gestions, c'est la répartition des actifs, Ce qui pas leur change. nature. Exactement, ce qui Oui. change, c'est la proportion allouée aux différents actifs. Je Mm. pense que la question est posée en partie en réponse à ta réponse tout à l'heure, Julien, quand tu disais, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut rester en gestion pilotée sans être investi sur le non-coté? Il y a peut-être quelques grilles particulières sur certains profils qui ne seront pas investis. Mais en fait, ce n'est pas la logique. La logique, c'est plutôt de choisir le profil de risque qui vous convient, Oui. prudent, Oui, il ne faut équilibré, pas dynamique. dénaturer un petit Voilà. peu. Sur l'horizon la qui conception. correspond à votre horizon retraite, parce que ça ne sert à rien d'essayer de se déplacer sur une courbe un peu de manière aléatoire. Et si ce portefeuille-là qu'on a construit pour qu'il soit le plus pertinent possible ne vous convient pas, après vous basculez en gestion libre et vous faites votre propre sélection. Ouais, très clair. Yo nous demande, en cas de déblocage anticipé, ça c'est une question pour vous Julien, achat de résidence notamment principale, en combien de temps récupère-t-on l'épargne de notre périn? Alors, je vais être approximatif parce que ça Ouais. prend quand même un petit peu de temps, parce que Ouais. déjà, on n'a pas de parcours en ligne pour cet acte de gestion. D'accord, Donc, c'est un acte qui doit être fait avec des formulaires papier. d'accord. Donc, le temps de réceptionner, d'échanger avec l'assureur, ça peut prendre une trentaine de jours. Ok, trentaine de jours. Nancy nous demande, est-ce qu'il y a un risque de perte en capital dans la gestion pilotée? Toujours. Oui, parce qu'il y a une partie qui est fortement exposée. On est exposé à des actifs cotés ou non ou non cotés. cotés. Et dans l'ensemble, ce sont des actifs qui Oui. sont investis dans l'économie et donc qui sont sensibles aux facteurs économiques principaux. Et donc sur un horizon court, évidemment, la partie cotée va être volatile, on l'a tous vu en 2020, en 2022. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu sur ton graphique, Agathe, ça peut bouger de manière significative d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Après, la question, c'est quid sur le long terme? Et là, sur le long terme, quand on investit régulièrement dans un portefeuille bien diversifié, sur une durée longue, on réduit significativement le risque associé à la volatilité des marchés. Question de Gigi. Quand je change mon profil, quels sont les frais? Oh, c'est la slide à zéro, ça. Quand je change de profil, alors il n'y a aucun frais, le Voilà. changement de gestion est gratuit. Chez moi. Voilà, changement de gestion qui est gratuit. C'est toujours zéro chez Boursorama. Voilà, presque. Émeric nous dit, pouvez-vous réexpliquer le principe des versements déductibles? Ah oui, parce que c'était pas le thème principal ce Non. soir, mais bien sûr, Alors, c'est un des attraits du PER, on ne peut pas s'en cacher. Tout à fait. Donc le client a deux possibilités au moment de son versement. Donc, d'ailleurs, quand vous êtes sur le parcours, vous voyez que vous avez le choix. Vraiment, Oui. on vous fait choisir entre le compartiment déductible ou non déductible. Donc si vous choisissez le compartiment déductible,
il y a des limites, hein, bien sûr, à peu près 10%, ce montant de versement sera déductible de votre revenu imposable. Ça va vous faire une économie d'impôt. En revanche, au moment de sortir, sur ce versement, exactement, vous serez réimposé à l'impôt sur le revenu. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous choisissez le compartiment non déductible. Vous n'avez pas d'avantage fiscal à l'entrée. En revanche, à la sortie, vous ne serez pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ce ne sera que les plus-values qui seront... Qu'on peut se dire, Julien, peut-être, en tout cas un argument qui revient souvent, c'est que cette déductibilité à l'entrée est intéressante parce que généralement quand on arrive en retraite, on a quand même une baisse de notre niveau de vie et donc c'est ça qui peut expliquer aussi... L'écart de son taux de marge d'imposition qui est intéressant. Ouais. Bon, 3 questions qui sont tombées sur la même problématique. Moll, Antoine et Philippe qui nous demandent, peut-on conserver le PER à la retraite? Doit-on clôturer son matelas lors du départ à la retraite? Faut-il liquider le PER à un certain âge? Ben oui, qu'est-ce qui devient ce PER quand on arrive à la retraite? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on peut le garder? Moi, je sais pas non plus. J'espère que nos juristes ne nous écoutent pas. Alors, on est censé, la logique c'est du produit, toute la philosophie c'est au moment de la retraite. C'est de le liquider, voilà. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer à votre porte le jour où vous allez passer en retraite en disant attention, il faut débloquer votre PER. Oui. Donc vous pouvez continuer à garder le produit. Maintenant, on encourage les clients au moment de la retraite de liquider, de passer... Parce que disait Henri, autant utiliser le produit de la façon dont il est conçu et ce pourquoi il est... sachant que si vous lisez la loi Pacte à l'origine, justement la loi Pacte a commencé à dessiner la partie retraite, mais vraiment de manière très superficielle. Ça sera sans doute précisé, raffiné dans les années à venir quand on aura des Pacte 2, des Pacte 3. Mais déjà dans la première version, l'idée, c'est de dire que justement, et ça c'était une nouveauté, on n'est pas obligé de liquider un PER. Avant, quand on avait un PERP, on était obligé de le liquider et de basculer en rente servie par l'assureur. Là, le législateur a offert beaucoup plus de flexibilité. Il a dit, vous pouvez basculer en rente, mais vous pouvez aussi le conserver en l'état. Vous pouvez le conserver aussi longtemps que vous le voulez, y compris toute votre vie jusqu'à votre décès, le transmettre dans le cadre de votre succession. Donc le PER a déjà offert beaucoup plus de souplesse et très certainement, et ça c'est quelque chose qu'on a observé aux États-Unis, et donc on verra arriver en France, le PER s'inscrira à la cible pour les investisseurs qui vont souscrire à ce produit et qui vont arriver à la retraite, dans une logique qui va être une logique hybride, soit de sortie en rente, soit de sortie dans ce qu'on appelle la décumulation, c'est-à-dire la sortie progressive. Parce que finalement, ce dont on a besoin quand on part à la retraite, c'est d'un complément de revenu. Oui. On n'a pas besoin d'un gros paquet qui tombe et dont on ne sait pas trop quoi faire, sauf si on a envie d'acheter un bateau ou une résidence secondaire. Allez. On a plutôt besoin d'avoir un petit complément de revenu qui vient compenser finalement le différentiel entre le revenu d'activité et la retraite servie. Yann nous dit, nouveau client Boursorama ayant déjà un PER dans une banque concurrente, qu'on ne citera pas, de toute façon il n'en parle pas. Puis dans le cadre de la portabilité des comptes, transférer mon PER existant sur Matelas. Tout à fait. Ça vous réjouit comme question, ça. Tout à fait. Et puis on a un parcours dédié maintenant, donc en ligne. Et bien sûr, Boursorama ne prend pas de frais à l'entrée sur ce type d'opération. Bon. Une question que Christine avait posée au moment de l'inscription, qui est un petit peu le complément de ce dont on vient de parler. Est-il judicieux d'ouvrir ce plan lorsqu'on est proche de la retraite? On en a un petit peu parlé juste avant. C'est par rapport à son taux marginal d'imposition qui est souvent le plus élevé juste avant la retraite. Donc vous défiscalisez sur votre tranche marginale d'imposition la plus élevée et quand vous ressortirez, votre taux marginal d'imposition à la retraite sera plus faible, donc vous faites un gap, il y a un avantage à le faire. Bon, cette question que Amadou nous avait posée, que j'aime bien au moment de l'inscription, quelle est la pertinence de faire un PER à 20 ans? Ah, voilà un jeune actif qui nous écrit, quand on rentre dans la vie active, je suis débutant premier niveau, en gestion pilotée, quel investissement et risque me conseilleriez-vous? Alors ça, on ne va pas le faire, hein. Là vous devrez vous devrez bosser un petit peu, Amadou, pour déterminer votre profil investisseur. Si je souhaite bénéficier des ETF, avoir un capital d'investissement à ma retraite, pour être simple, je voudrais me faire une belle cagnotte et je crains les pertes en capital. Moi, je vais retenir cette question. Je suis un jeune actif. Est-ce que c'est trop tôt pour lancer un PER ou pas? Et puis, finalement, le profil, on le verra, il le déterminera effectivement dans son parcours. Donc, est-ce que c'est trop tôt pour commencer? Et je crains les pertes en capital. Toujours cette question du risque. Peut-être, Henri, une réponse là-dessus. Moi, je vais répondre très simplement. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à investir. J'ai 3 enfants. Je les initie à l'investissement. Ça discute finance le soir au dîner chez les Chabadel. Depuis qu'ils ont 12 ans. Et c'est justement en étant investi tôt, surtout avec des petits montants, qu'on apprend finalement en minimisant les coûts et les pertes liées aux erreurs.
Et ce que j'ai envie de répondre à cet auditeur, c'est non seulement, effectivement, il a intérêt à l'ouvrir, un PER ou autre chose, un PEA, ça peut être un compte titre, mais ce n'est pas tout d'ouvrir. Il faut l'ouvrir avec une logique d'investissement régulier, ce que j'appelle l'investissement programmé. C'est-à-dire qu'il faut se contraindre à investir régulièrement. Parce que souvent, on prend date. Ça veut dire on ouvre et puis on fait rien. Et puis en général, on fait rien pendant 10 ans. Et le problème, c'est qu'on n'apprend pas. Et au bout de 10 ans, on n'y revient pas plus, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'ouvrir et d'investir un petit peu pour apprendre, pour voir comment ça se passe, quand tout va bien, comme une année, comme cette année, en 2024, pour voir comment ça se passe quand ça va un peu moins bien, sur une année type 2020 ou 2022, et comment ensuite les choses évoluent. Et effectivement, ça rejoint l'autre question qui avait été posée tout à l'heure. On ne peut pas offrir la moindre garantie en capital sur un produit comme celui-là, sur n'importe quel investissement. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'investissement programmé et de long terme sur des actifs risqués réduit significativement le risque à l'horizon d'investissement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qu'on peut observer quand on apprend à le faire, en regardant comment évolue la valorisation de son patrimoine et en regardant effectivement comment ce patrimoine réagit à des séquences de baisse, mais surtout derrière aux séquences de rebond qui suivent en général. Ouais. Question de timing. Tiens, Isabelle nous demande, faut-il ouvrir un PER avant la fin de l'année? Est-ce qu'il y a des meilleures mamans que d'autres pour ouvrir un PER? En tout cas, si elle ne veut pas perdre l'avantage fiscal en 2024, il faut qu'elle fasse un versement avant la fin de l'année. Voilà, donc il y a peut-être effectivement ce timing de l'avantage fiscal. En régie, moi je vois que j'ai plus beaucoup de questions sur ma tablette. Est-ce qu'il y en a encore d'autres à nous envoyer ou est-ce qu'on a répondu à la plupart des questions qui ont été posées ce soir? On me dit que c'est OK. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup, 19h36. J'espère qu'on a fait le tour. Merci à nos experts ce soir d'avoir si bien répondu, nous avoir si bien expliqué à la fois la loi industrie verte, l'arrivée du private equity dans les PER et d'avoir répondu à toutes les questions de nos clients. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez, vous savez, comme d'habitude, vous connaissez la musique en ligne, quelques secondes après la fin du générique de fin, de façon à répondre à un court questionnaire de satisfaction. Le replay, bien sûr, il va être mis en ligne, je l'espère, le plus tôt possible. Note à tous nos partenaires qui sont sur le plateau ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée et à très bientôt.